quite explicitly against it, and those who've been what I would say ideologically co-opted, people like Sherry Turkle, who write critically but in a way that's not particularly substantially researched and not particularly intellectually sophisticated either. A name that you didn't mention, and I think it really is worth mentioning her because she's been hugely persecuted for it in the United Kingdom, is the neuroscientist Susan Greenfield, who started saying, writing about the dangers of modern technologies about 15 to 20 years ago, and has particularly recently been the victim of quite a vicious campaign against her. She's been ridiculed. She's been hounded out of a position that she held in the Royal Society. And she's ended up writing a novel that's been universally slated about what we might look like in the future when we've all been intellectually now that we've all been intellectually proletarianized. So she's been, in other words, pushed away from science into fiction writing by quite an explicit campaign, which I would say has been led by the liberal left-wing media as much as by the more obvious sources. So it's the Guardian newspaper, it's BBC Two. In other words, it's the places where one might look in the United Kingdom for some kind of substantial intellectual critique. And what worries me here is that the countervailing trend that we see in the United Kingdom, characterized by a book, for example, by a journalist called Jonathan Berlin, a book called Everything Bad is Good for You. The countervailing trend that we're seeing here is one that is really harnessing the intellectual work of 19th, 20th century philosophy and marshalling in its service. So in other words, everything bad is good for you. We can translate that immediately into two Nietzscheanisms, loving the poison and also that which doesn't kill you makes you stronger. Now, we can also see one of Jonathan Berlin's underlying references is Deleuze and Guattari and the idea of becoming, and that every becoming is something to be valorized as positive. Now, I know that Bernard, not so much recently, but in the writings of around 2003, 2004, you were saying that le devenir est anthropique. And you made this distinction between le devenir anthropique et l'avenir néganthropique. And I really think that one of the key concerns here, you mentioned the absence of intellectual theorization of what we're beginning to see anecdotally, and it's very interesting that a lot of these works coming out are anecdotal journalism. In other words, it is people translating their own experience, as Bernard was saying yesterday with Marianne Wolf, translating their own experience into something that is either pre-theorized or a little bit theorized. But my real worry is that too much of the self-styled left wing is actually really part of the problem rather than the solution. We are seeing the commodification of somebody like Nietzsche. It's already talked about by Eve Capello and Luc Boltanski in this Le Nouvel Esprit du Capitalisme, where the Übermensch becomes this archetype of the contemporary worker. In other words, the person best able to adapt to zero-hour contracts, the need to move to where the work is. So really what worries me here is that motto, everything bad is good for you, that which doesn't kill me makes me stronger. These commodified Nietzscheanisms which are still being clung to as the intellectual currency of the left, are in fact the highest point of ideological interpellation that we're seeing at the moment. Allons, pour tenter de traduire tout ça de manière brève en français, je m'inquiète de ce qu'on voit de plus en plus. Je ne sais pas si ça existe au même niveau en France, mais certains en Angleterre, le pays d'où provient la notion de TINA, there is no alternative, il n'y a pas d'alternative.
je m'inquiète de la possibilité que nous sommes en train de voir tous les armes intellectuelles de la philosophie de gauche ou radicale du 19e jusqu'au 21e siècle, on les voit en train d'un processus de commodification, marchandisation, comme on dit en français, c'est-à-dire les phrases, les axiomes de Nietzsche, tels, comment le dire en français, that which doesn't kill me makes me stronger, ce qui ne me tue pas me rend plus fort, ou aimer le poison. Ceux à qui la gauche continue de dépendre, ceux dont la gauche continue de dépendre, les armes intellectuelles de Deleuze, de Guattari, de Nietzsche, ce sont les idées qui maintenant sont plutôt, comme on dit aux États-Unis, une partie du problème et non la solution. Alors, je laisse avec ça. You? No, yeah, you also. Well, together. Yeah. Me first, you first. Bon, moi je suis bien sûr d'accord avec ce que dit Gérald. Alors, j'ai essayé de théoriser ça, précisément en m'appuyant sur la question de la dialectique de la Aufklärung et en essayant de montrer que ce que montraient Adorno et Horkheimer, c'est que ça fonctionne pas seulement avec le post-structuralisme ou avec Nietzsche, mais même avec la Aufklärung, c'est-à-dire avec l'esprit des Lumières. Donc, et ça me paraît... enfin, c'est important. Ça n'est pas seulement les idées de Nietzsche, des post-structuralistes, etc., qui sont réappropriées en particulier par le néolibéralisme, mais c'est déjà pour Adorno, pour lesquels il n'y a pas de néolibéralisme, parce qu'ils sont en plein dans l'époque, disons, ils sortent de la démocratie américaine de la façon keynésienne. Ils disent que déjà, ils sont en train de dénoncer la façon dont les idées des Lumières ont été récupérées. Donc pour moi, la question de tout cela, c'est une pharmacologie de la raison. Et pas seulement de la raison, mais disons, on doit faire une pharmacologie des concepts. Tout concept peut servir au contraire de ce pourquoi il a été fait. Concept ou ensemble de concepts, grille conceptuelle. Et si on ne pose pas ça en principe, au départ, et comme ce que j'appelle une nouvelle critique, parce qu'il y avait quelque chose un peu comme ça chez Emmanuel Kant. C'est pour ça d'ailleurs que je dis toujours à Ricardo que Kant c'est vachement important et que moi j'aime beaucoup lire Kant. Il y avait un peu quelque chose comme ça déjà dans la critique de Kant. C'est pas ça bien entendu, mais quand même, il y avait quelque chose comme il faut savoir que la raison spéculative, qui est nécessairement spéculative, du coup est spéculative, c'est-à-dire dangereuse. Bon. Et que du coup il faut qu'elle se critique toujours elle-même. Il faut d'abord commencer par se critiquer soi-même. Bon, voilà, en gros. Donc, dans le contexte, je profite de ta question en fait, en y répondant aussi pour dire quelque chose à Gert, à Hert comme on dit en flamand ou en néerlandais. Ce que tu as décrit, Gert, en citant particulièrement Shirley Turkle et Nicholas Carr, qui ont été des prosélytes de la positivité du pharmacone numérique. Tu l'as dit, hein, tu l'as expliqué. Ils ont promu le numérique. Nicolas Carr était un spécialiste de la promotion de la grande transformation par le numérique et que l'avenir était dans le numérique. C'est un idéologue, il n'est pas californien, mais il a porté l'idéologie californienne. Bon. Ce qui me frappe, moi, dans ces comportements, ça enchaîne sur ta question, hein, je crois, Gérald, c'est qu'il passe d'une célébration ultra positive du pharmacone à une dénonciation ultra négative du pharmacone. Mais il ne voit pas qu'en fait, c'est un pharmacone. C'est-à-dire que quand ils étaient absolument promoteurs du numérique, ils ne voyaient absolument pas et ils ne voulaient absolument pas entendre parler des problèmes que pose le numérique.
Il y avait une espèce de comme ça, non, c'est massif. Et maintenant, c'est le contraire. C'est-à-dire que... Alors moi j'ai fait un commentaire de Nicolas Carr sur ce sujet, dans un bouquin qui n'est pas encore traduit, mais que je te passerai en français, qui s'appelle Pharmacologie du Front National, où j'essaye de montrer que derrière cela, il y a des problèmes d'épistémologie. C'est-à-dire que, en fait, le problème c'est l'épistémé du pharmacone. C'est-à-dire que ni les idées de la gauche nietzschéenne, post-nietzschéenne, deleuzienne, on pourrait dire derridienne aussi, hein, ni les idées même des Lumières encore moins, n'ont véritablement instancié la question du pharmacone. Même Derrida ne l'a pas vraiment instancié. Moi, je rappelle sans arrêt que c'est indispensable de passer par Derrida, parce que c'est lui qui a posé la question du pharmacone, mais il ne l'a pour autant pas vraiment posé, parce qu'il ne pose pas le problème du double caractère aussi de la positivité du pharmacone. Donc, par exemple, dans son interprétation de Platon, dans son interprétation plus exactement du discours de Platon sur le pharmacone, il ne dit rien sur ce que Platon dit à propos de la nécessité de pratiquer l'écriture. Moi, j'insiste toujours beaucoup sur ce point. Léon Robin l'a expliqué. Léon Robin a beaucoup parlé du caractère institutionnel de l'Académie de Platon. Robin dit, grosso modo, Platon fonde la première institution académique, qui s'appelle l'Académie. Et il ajoute que Platon a des pratiques d'édition. Il pratique l'écriture. Il fait des manuels. Voilà, des manuels, des petites... Il a une politique éditoriale, c'est quelqu'un qui veut conquérir la cité, l'opinion, la redresser, etc. Une politique éditoriale. Et donc, il est tout à fait faux. Moi, j'ai répété pendant très longtemps que Platon rejetait l'écriture. Et puis, quand je me suis remis à lire les textes de près, je me suis aperçu que c'est pas vrai du tout. C'est absolument pas vrai. La fin de Phèdre, c'est pas du tout un rejet de l'écriture. Mais c'est une réduction de l'écriture à un moyen pour la dialectique qui elle-même n'a pas besoin de l'écriture pour se constituer. C'est pas du tout la même chose que le rejet de l'écriture. De la même manière, chez Derrida, il n'y a pas de positivité du pharmacone. Il y a jamais, vous ne trouverez jamais un discours chez Derrida sur qu'est-ce qu'on peut faire avec le pharmacone d'intéressant. Rien du tout. C'est toujours la déconstruction, mais ça n'est jamais l'affirmation d'une politique du pharmacone. Et je pense que le problème est là. Mais quand je dis Derrida, parce que c'est lui le point, je dirais, extrême de tout cela, mais ça commence avec les Lumières, qui pourtant parle du pharmacone, puisque, par exemple, quand on dit l'encyclopédie, l'hydro, etc., c'est un discours sur le pharmacone. Mais c'est un discours sur le pharmacone qui ne se voit pas comme pharmacone. Et je pense que le problème est fondamentalement là. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Gerd? One of the solutions for the kind of malaise in cultural critique that you are pointing at, where there's now real space, and if you say something, in the case of that Susan Greenfield, you get smashed. This is a danger, huh? It's a danger of the individual, basically, who stands up. It's the problem of the dissident who says, well, my consciousness says something else, and I have to do something. I can no longer go with the flow, so one of the problems that, of course, there is that we have to create networks, but also that we have to understand that our contributions there, should be linked, and that so in order, for that this is no longer becoming a problem only for the individual, right? If internet criticism is a kind of a culture of the sole dissident, well, that's tragic. I have more an idea that internet criticism, should follow the path of film criticism, where and I think this is still an almost a utopian idea, and at least the film critic, has some kind of standing, has some kind of position. The internet critic at the moment has no standing at all. First of all, it has to still be invented what it is, and the very terms, maybe much like film reviews in the very beginning, or film criticism in the beginning, let alone film theory.
which was in earnest only developed in the late 1920s and 30s. We need to develop a common vocabulary. But at the same time, we know there is no time for this. And Virilio, in my view, has already shown a long time ago that the real-time networks are exactly demolishing the space for critical thinking, critical interventions. And so there is this problem of a very fast-moving, ever-changing field, which is undermining the possibility for critique. And so we have this problem that our ambitions, our claims should be very big and can be very large, right? Our intellectual project is very big. But at the same time, we know there is the pressure to come up with very precise, short-term, interventions. If only we could give ourselves, let's say, 5 or 10 years' time to study the social media. Well, that's a joke. We all know that, and this is a problem because in 10 years' time there are no social media anymore in the way that we know them now. In 10 years' time, we don't talk about friends anymore. Luckily, we don't talk about the like economy. Hopefully, I think so, because this field is constantly changing, and this is my problem that I have, and that I see that we should be able to at least partially overcome by collaboration and meetings like this. Sur ce point, je me permets de me redonner la parole. Après, je donne la parole à Hugh et à Francesco. Mais juste sur ce point, parce que c'est vraiment très important. Tu as commencé ton intervention, Gert, en disant « Je suis venu là pour faire des propositions de coopération ». Tu as listé un certain nombre de chantiers et il va falloir que nous en reparlions rapidement, de manière précise. Mais moi, je voudrais réagir sur un point particulièrement important à mes yeux, sur lequel je souhaiterais vraiment que nous puissions collaborer et que nous commencions tout de suite. En l'occurrence, et c'est une manière de continuer à répondre à Gérald. En l'occurrence, sur la question des liens faibles et des liens forts. Je suis archi d'accord avec cette question. Et je pense que c'est une question cruciale qui nécessite de nouvelles conceptions d'architecture, comme tu l'as dit au départ, d'architecture du réseau, sachant d'ailleurs qu'il faut réfléchir à est-ce qu'il faut s'adresser en termes de stratégie à la question de l'Internet ou du web, ce n'est pas la même question, et c'est une question de politique. Est-ce qu'il faut, au niveau de la conception du web ou au niveau de la conception de l'Internet, poser ces questions. Je dirais que c'est une autre question, mais il ne faut pas la perdre de vue. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire à ce sujet, pour dépasser, je dirais, une pharmacologie négative aveugle ou une pharmacologie positive aussi aveugle, c'est-à-dire qu'il ne voit pas qu'en fait on parle d'un pharmacone et que dès qu'on oublie que c'est un pharmacone, de toute façon ce qui était positif devient négatif. Mais aussi pour répondre à ta question, à ta remarque que tu as faite tout à l'heure, et je me la suis faite à moi-même d'ailleurs en travaillant, en préparant ces interventions, qui est quand tu as dit, finalement tu n'as pas beaucoup insisté, là, tu me parlais à moi, sur l'économie politique. Et je voulais le faire d'ailleurs, mais comme j'ai beaucoup trop parlé, je ne voulais pas... mais cela étant, ce n'était pas un point que j'allais beaucoup développer dans cette rencontre aujourd'hui. Je parle maintenant de cette question en revanche parce que tu as souligné 2 points très importants pour nous. Premièrement, question lien fort, lien faible. Il faut reconstruire, il faut renforcer les liens forts, tu as dit. Tu as également dit qu'il faut passer de l'ère du consensus à l'ère du conflit, à une époque du conflit sur le web. C'est aussi un point de vue que nous défendons beaucoup depuis le début de l'IRI. Moi, je soutiens. Alors là, pour le coup, c'est un point d'accord avec Bruno Latour, j'en ai pas beaucoup, mais celui-là est très important. Il est essentiel que le web devienne un espace de, je ne dirais pas de conflit, mais de polémique et de controverse, voilà, de lutte. Mais pour que ça puisse se faire, il faut des règles et des instruments. Pour se battre, il faut, pour lutter, il faut des règles de lutte pour que ces luttes soient
soit menée de manière positive, parce qu'il ne s'agit pas de se détruire, il s'agit de mener des luttes positives, de produire de la négantropie, si on reprend le terme d'entropie qu'utilisait Gérald. Et ces instruments-là, sur le web, nous soutenons. Je vais d'ailleurs le développer demain. Malheureusement, tu ne seras pas là, mais je vais t'envoyer mon intervention. Nous soutenons que ça repose sur des technologies d'annotation et de glose. Parce que l'histoire du savoir, depuis l'apparition, en tout cas, de la rétention tertiaire littérale en Occident, mais je pense que dans le monde asiatique, où les écritures idéogrammatiques existent, il y a aussi des processus comme cela. Le cœur de la transindividuation, c'est l'annotation et la glose. Et là, je vais revenir sur la question bottom-up, top-down. Parce que cette question de le lien faible, ceux qui créent une idéologie du lien faible ont tout intérêt à dire qu'il n'y a que du bottom-up. En fait, eux créent des liens forts, mais ils les exploitent à leur exclusif profit dans les systèmes d'exploitation des personal data, par exemple, avec lesquels ils vont bâtir des liens forts pour les annonceurs publicitaires, pour le marketing, etc. C'est-à-dire que là, ils vont exploiter, ils vont créer des tendances de marketing, ils créent des liens forts, mais cachés, évidemment. Il y a une autre façon de faire qui est celle de la science. La science repose sur la création du lien fort. C'est précisément ce que j'appelais tout à l'heure des catégories et des concepts. Un concept, quand il émerge d'un débat dialogique au sens de Socrate, par exemple, ou quand il produit un processus de transindividuation rationnelle, il crée un lien fort. Ce lien fort, ça s'appelle par exemple le théorème de Pythagore. Ça, c'est un lien fort. C'est un lien fort entre des esprits, entre des âmes noétiques qui, depuis Pythagore jusqu'à nous, sont reliés fortement, et évidemment qui exigent des processus, des procédures et des règles de transmission. L'école, l'université, etc., etc. Et donc, si je dis cela, c'est parce que j'aimerais bien que nous puissions avoir une discussion dès que possible, pas aujourd'hui, mais dès que tu pourras, sur cette question et la question de l'économie politique qu'il y a derrière. Car derrière ce que je suis en train de dire là, il y a aussi la question d'un nouveau modèle industriel. Je soutiens, moi je l'ai défendu auprès du gouvernement français tout récemment, et je vais aller à Bruxelles bientôt pour défendre cette idée, qu'il faut que l'Europe ne fasse pas une espèce de Google européen complètement ridicule. On a déjà essayé 2 fois, d'ailleurs ça ne marchera jamais évidemment, mais que l'Europe développe une 3e plateforme du web avec des règles qui reposent sur des technologies qui sont des technologies là, en fait, surtout pour développer une sphère académique, mais je dis académique au sens où Wikipédia est une académie, hein, je répète pour moi. C'est pas le monde de l'institution universitaire, mais il faut que le monde universitaire se mobilise là-dessus. Mais il faut que ça se fasse en construisant un projet industriel européen, un nouveau projet industriel européen. Parce que derrière cela, c'est toute la vie, je dirais, de l'individuation collective en général. Une entreprise, c'est une individuation collective. Un État, c'est une individuation collective. Toute démarche collective est concernée par ce que nous disons là. Et donc, je crois qu'il faudrait que nous essayions, à partir de là, de travailler ensemble à élaborer, disons, un discours d'économie politique, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, il y a des questions de Hugh, de Francesco et de Christian. Je vais répondre à la question de Gérard et je vais poser la question à Head. Mais je vais parler en anglais, c'est plus facile. I think the question that you pose... Plus fort, on n'entend pas. I think the question you pose is related to the first day. That the question I posed, what's the difference between speculation and critiques? And Head has talked, since 8 years ago, it was the first time I heard of this word, immanent critique, and that was from you. So I think at stake today is actually this difference between speculations, because when you talk about cognitive scientists, yeah, like Susan Greenfield, because she's trying to criticize the impact of technologies to the brain, and he was mocked by other newspapers that they can actually replace Facebook, mobile phone with the word technology, and then he's just repeating the same formula. So there's a level of speculation, I mean, especially in the English-speaking
academic world with the speculative realism and all the kind of speculative trend going on, that I make me feel like a critique is quite, there's a necessity really to keep a distance in a certain way. Or then they will go back to this kind of the repetition of the California ideology. When I say California ideology, I referred earlier to what Fred Turner was saying in his book from counterculture to cyberculture, that kind of hippie movement that that you must love your poison in order to live longer. So that's the first question and response. The second question is in the case of, because what I heard throughout the talk, you were talking about how to create more and more network, how to find alternatives. I'm thinking that that was also referring to the discussion we had yesterday of creating closed network without internet. Meaning, like, for example, we were talking even about having a closed network with Wi-Fi, but in a cafe, but not to the outside. And I feel like, because since a few years ago, some friends and I, we already saw that this idea of the network of without limit, without which can extend everywhere, has to come to will be replaced. Not replaced, but we have to be replaced, especially if we see today what's happening in the hackers space, for example. The body touch discussion, verbal discussion, these are creating strong links. Yeah, strong links, yes. As you know, I'm very much in favor of that. Certainly it doesn't have to be related to internet at all. But it is posing the question of organization. And I think that question is on the table. You know, what is organization in the age of networks? And yeah, so that's our quite simple answer there is one of the organized networks. Not the networked organization, because we know the networked organization. That has been done over the last 20, 30 years. All corporations, all universities, all large organizations have linked up, have networked, and I believe they haven't really benefited from it really too much. It is also a question of, it's a political question of where the social movements these days should go to. I believe the social movements of today, they are almost like, very small revolts. They are very tiny blobs, and because of their way they are constituted, they cannot last more than maybe a few days, at best a few weeks. And if the movement, like Occupy movement, is lasting a few months, that is already an enormous triumph, right? We feel like if a movement can last some months these days, that is amazing. The problem, and of course, maybe we have to rework in a way. We have to. It's kind of inevitable. Maybe I'm not looking forward to it, but we have to go through this question maybe of Leninist organization, or to repeat maybe some kind of the trauma in organizational questions of the big debates between Bakunin and Marx, between the question of decentralized organizations, between the anarchist proposals, because the network is now a variation in a way of the anarchist proposal. But of course there is looming on the horizon for us, and I know it's inevitable, there is the Žižekian question of the Leninist organization. And can we reject it? Can we ignore it? Can we circumvent it? Can we
have a confrontation with it straight on. But yes, in some ways, I understand that the organized networks that I propose, it has some element of that in it, without me even wanting it necessarily, because I'm strictly opposed to Leninist project in whatever way. I think it's a trauma of the 20th century. For me, the Leninist project has caused millions and millions of deaths, and I have always fought against it, politically speaking. Je disais tout à l'heure en commençant mon intervention ce matin qu'on a décidé d'organiser ça ici suite à un débat qu'on a eu sur le léninisme au sein de l'Ars Industrialis, dans le conseil d'administration d'Ars Industrialis. Et je vais donc essayer de répondre à la question. Mais en posant d'abord que je pense que pour pouvoir répondre à cette question de ce qu'on appelait autrefois l'organisation révolutionnaire, ou l'organe révolutionnaire, on disait aussi, qui est peut-être un leurre en réalité, c'est peut-être une mauvaise question. Zizek, justement, c'est la mauvaise façon de poser le problème. Bon. Je crois que pour pouvoir, en tout cas, faire face, c'est une vraie question. C'est la question de savoir que faire et comment faire. Ça, c'est une vraie question. Il faut d'abord, je crois, faire ce que nous appelons une organologie des organisations. Parce que l'organisation du parti, du mouvement révolutionnaire, de ceci ou de cela, de la lutte, de la résistance, du maquis, qui sont de vraies questions, bien entendu, et nous les posons ici, elle ne peut pas se penser si elle ne pense pas d'abord les organisations au sens des structures sociales, qui sont des organisations. La cité, la tribu, l'université, la papauté, le cinéma français, etc. etc. Tout ça, ce sont des organisations. Et il y a une organologie de ces organisations. Je pense que si on ne commence pas par faire cela, et par comprendre par exemple que derrière ces organisations, il y a des pharmacas, il y a des rétentions tertiaires, il y a une manière de les mettre en œuvre. Par exemple, Tom parlait hier de l'organisation de la presse. Moi-même, j'ai essayé, dans le livre dont il parlait, de faire une organologie de la presse. Par exemple, j'ai étudié assez précisément, je suis allé à l'agence France Presse, j'ai rencontré le président de l'agence France Presse, j'ai regardé comment marchait un desk de l'agence France Presse, etc. Et j'ai essayé de faire une organologie du fonctionnement de tout cela. Et comment, avec leur rétention tertiaire et la manière dont ils s'en servaient, ils arrivaient à produire des types de rétention secondaire. Voilà. Et ça, ce sont des organisations. Tout le débat que nous essayons de réactiver ici dans Pharmakon avec le platonisme, et derrière le platonisme avec toute l'histoire de la philosophie, y compris Derrida, sur la place du pharmakon et de l'organon dans la politeia, mais aussi dans le savoir, ça a pour but de penser cette question de l'organisation. Et c'est le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est qu'un savoir, c'est une organisation. La géométrie est une organisation, avec des règles qui changent selon les pays d'ailleurs, c'est une organisation très internationale aujourd'hui, très très internationale. La médaille Fields, par exemple, c'est une organisation qui est un énorme processus, parce que quand on reçoit une médaille Fields, on est adoubé, on est devenu un dieu des mathématiques. Bon. Et c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel des organisations internationales, nationales, diplomatiques, etc., veulent faire pression, veulent s'approprier. Le Nobel est extrêmement important aussi, c'est une organisation. Mais le concours d'entrée à Normal Sup est une organisation, la FEMI c'est une organisation, etc., etc. Et toutes ces organisations dissimulent leurs conditions organologiques de fonctionnement. Elles se le dissimulent à elles-mêmes et elles le dissimulent aux autres pour construire leur légitimité. Parce qu'elles ont toujours tendance à vouloir absolutiser leur légitimité. Toute organisation veut être une organisation de droit divin, c'est-à-dire éternelle, incontestable. Comme l'a expliqué très bien Max Weber, ce que veut une organisation, c'est se maintenir. Elle travaille essentiellement à son propre maintien et du coup à détruire son propre objet. Parce qu'une organisation qui ne se développe que pour se maintenir, en général, ne sert plus l'objet qu'elle devait servir. Par exemple, c'est ce que Luther dit au pape. Il dit, attends, tu lèves du fric, tu prends les impôts aux gens, mais tu n'es plus du tout dans la vie de Jésus. Voilà. Alors,
derrière cela, il y a une question qui est le rôle du livre. Et pas seulement du livre, mais de toutes les techniques d'inscription, de contrôle des inscriptions. Et la lutte révolutionnaire de Luther, parce que pour moi c'est un grand révolutionnaire, Luther, c'est d'avoir compris ça. D'avoir compris tout à coup que la rétention tertiaire était un élément absolument fondamental de cette lutte, qui est une lutte aussi de savoir. Alors, tu as posé la question de la spéculation et de la critique. Il faut lier ces deux questions. C'est fondamental. Nous, Ars Industrialis, nous plaidons pour ce que nous appelons une nouvelle puissance publique. Et on est en train de préparer un manifeste qu'on va d'ailleurs te proposer, Gert, de signer, et où on va te proposer aussi de faire partie d'un comité de l'internation. On veut proposer à un certain nombre de personnalités, dont certaines sont ici présentes, de faire partie de ce comité au niveau de l'internation. On va essayer de représenter d'ailleurs toutes les grandes nations et tous les continents dans ce comité, pour porter au niveau de l'espace public planétaire, puisqu'aujourd'hui, ce qui est caractéristique avec le web, c'est qu'il y a une chose publique planétaire qui s'est constituée. Pour moi, il y a de choses publiques que quand il y a une technologie de publication. Et le web est une technologie de publication. À partir du moment où il y a une technologie de publication, il peut y avoir une république, une res publica, qui est une république non plus des lettres, mais des algorithmes et des données numériques. Mais si nous voulons que ça fonctionne, il faut que nous créions des circuits de transindividuation de la république numérique. Et aujourd'hui, ces circuits sont créés par Google, et Facebook, etc. Et ce ne sont pas des circuits de la transindividuation de la République, c'est au contraire des circuits de désindividuation de la République et de privatisation du web. Bon. Et donc, si nous voulons faire cela, je soutiens, moi, que nous devons faire une critique du savoir. Parce que la puissance publique, si on dit que la politeia est une puissance publique, et que la puissance publique se construit avec la politeia, c'est fondé sur le savoir. C'est pour ça que je disais ce matin, la première communauté peer-to-peer, c'est Thalès. Le modèle d'individuation de la cité grecque, c'est la géométrie. Et ça a toujours été le cas jusqu'aux néoplatoniciens. Et donc, après, c'est devenu l'arithmétique. C'est un grand débat avec Michel Serres, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. C'est l'arithmétique, le modèle de Descartes. C'est ça, la politeia moderne. Mais le modèle de la politeia grecque, c'est la géométrie. Et c'est ce que Husserl défend d'ailleurs contre les arithméticiens. Ceci nécessite une critique, ce que j'appelais tout à l'heure une nouvelle critique, qui effectivement distingue spéculation et critique. La pensée est spéculative, intrinsèquement spéculative. Si on le traduit dans le langage tout à coup qui passe par le roi Gourand, on va dire la pensée est portée par des tendances. Et en fait est constituée par quoi? Par des tendances techniques. Par des tendances techniques, qui, ça c'est pas le roi Gourand qui le dit, c'est pas moi, c'est Paul Valéry. Il n'emploie pas le mot tendance technique, mais il montre que l'être humain, l'esprit humain, c'est avant tout ce qui est porté par des ouvertures de possibilités. C'est dans son économie politique de l'esprit qu'il dit ça. Et ces ouvertures de possibilités sont portées par des techniques. Il fait toute une analyse matériologique de la vie de l'esprit. Par exemple, il dit, ce qui s'est développé au XVIe siècle, impossible s'il n'y avait pas le commerce des cités italiennes, etc., les banques, les bateaux. Et c'est fascinant ce qu'il fait là, absolument fascinant. C'est le premier à poser les problèmes d'organologie. En 1930. Mais les tendances techniques, j'ai essayé de montrer ça dans le colloque Simondon, en fait, elles ne s'expriment jamais pleinement. Elles sont toujours, c'est ce qu'a montré André Leroy-Gourand, réduites à des faits techniques. Parce qu'une tendance technique, elle s'exprime idéalement. Mais dans la réalité, elle ne s'exprime jamais complètement. Parce que, par exemple, quand, c'est ce que je disais l'autre fois, quand Total achète toutes les entreprises l'entreprise de pétrochimie Total achète toutes les entreprises d'énergie alternative, de ce qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est pour les tuer. Donc Total achète la tendance technique des énergies renouvelables, mais pour l'empêcher de s'exprimer. Donc il y a une manière de s'emparer d'une tendance pour l'empêcher de vivre, en fait. Et puis il y a très souvent, quand on s'empare d'une tendance, on la détourne. Par exemple, Apple, Google, ce sont des entreprises extraordinaires qui savent capter des tendances techniques, mais qui ensuite les réduisent à leurs intérêts. C'est pareil de la raison. La raison est habitée par des tendances qui sont des tendances spéculatives. La tendance technique est spéculative. C'est-à-dire que, et un savant, par exemple, qui travaille dans un laboratoire, les cellules souches, par exemple, qui est un énorme débat en biologie. Un savant qui travaille sur les cellules souches,
il a envie de développer le plus loin possible le savoir des cellules souches. Mais un législateur va le voir et lui dit « Attention, on ne peut pas les développer complètement, ces cellules souches, parce que si on les laisse se développer complètement, elles vont conduire à une spéculation du marché. Et donc votre spéculation scientifique et philosophique va conduire à une spéculation. Donc on va la restreindre. Et en fait, moi je soutiens que lorsque Kant pose le problème d'une critique de la raison pure, c'est aussi quelque chose comme une restriction à la spéculation. Ça, il le dit très clairement. Hein. Il dit à Leibniz, ou à Wolff plus exactement, arrêtez de spéculer comme ça, il faut intégrer ce que dit Hume, l'empirie, etc., etc. Mais ce que moi j'appelle une nouvelle critique, j'appelle ça parfois la critique de la raison impure, c'est-à-dire la critique du fait que la raison est pharmacologique, c'est-à-dire technique, et qu'en fait, les techniques, ce sont des processus, j'en parlerai demain, qui sont toujours à la fois négantropiques, c'est-à-dire qui produisent de la diversité, de l'enrichissement, mais aussi anthropiques. Et qu'à partir de là, il doit y avoir une raison politique, et non pas purement scientifique ou spéculative, qui vient limiter la spéculation pour l'empêcher de détruire la possibilité même de savoir. Et ça, c'est une question que nous ne savons pas traiter aujourd'hui. Mais il est urgent de la traiter. Et ça doit se traiter du point de vue d'une critique des savoirs nourrissant une représentation de ce que doit être une nouvelle puissance publique et dans laquelle les organisations révolutionnaires, ça doit être les organisations académiques. Je maintiens mon point de vue. Ce n'est pas le parti, ce n'est pas le modèle léniniste, ce sont les organisations académiques. C'est nous ici, c'est ce que fait Geert à Amsterdam, etc. Et c'est pour ça que dans la fin de l'état de choc, j'avais proposé une union des mondes académiques dans l'internation. Donc, je crois que c'est... Francesco. Oui. Aujourd'hui à l'après-midi, j'espère de nuancer ta position par rapport à ce que tu as dit, qu'il n'y aurait pas en pensée positive, je dirais performatif du pharmacon dans Derrida, parce que Derrida dit dans Wayou que pharmacon c'est un autre nom, un vieux nom pour l'auto-immunitaire. Et l'auto-immunitaire, c'est la clé de voûte, je ne dirais pas de la pensée de Derrida de la démocratie, mais de la préoccupation, dans le sens que tu utilises ce mot, de Derrida pour la démocratie, et ça a un caractère aussi performatif. Maintenant, je vais essayer de nuancer ta position sur l'interprétation générale de Platon de la part de Derrida, parce que le problème de Derrida avec Platon, ce n'est pas Platon, c'est le platonisme, c'est la canonisation de Platon. En fait, c'est Heidegger qui a dit que Platon, c'est l'origine de la métaphysique. Derrida, de la première page de la pharmacie de Platon, c'est très belle la première page de la pharmacie de Platon, il dit qu'on va discuter de ça, étant donné qu'il y a seulement un Platon. Quelque chose que je ne crois pas. Il y a plusieurs Platons, mais le problème, c'est que c'est le Platon qui a été canonisé. Et je crois, à mon avis, c'est peu contestable que l'argumentation contre l'écriture qu'il y a du Phèdre hante l'histoire de la philosophie jusqu'à Lévi-Strauss, on pourrait dire, jusqu'à Husserl aussi, et d'une façon qui seulement Derrida nous enseignait à comprendre comment cette chose retourne. Mais c'est vrai que dans Platon, il y a tout, et c'est pour ça que Derrida l'aimait, comme moi et comme toi. Et par exemple, il y a Cora, la question de Cora, que c'est une ressource pour Derrida pour penser l'espacement, la différence, des choses comme ça. J'adore par exemple la fin du Phédon que je dis toujours à mes étudiants, qui paraît écrite par William Burroughs. Non, c'est ça. Donc je voulais seulement dire ça parce que c'est vrai, mais c'est la métaphysisation de Platon, des problèmes de Derrida. C'est pas une question, c'est juste une remarque pour placer l'emphase sur un mot qu'a utilisé Geert au début de son propos. Il a parlé de squat, en fait. En commençant à parler d'Occupy, il a utilisé le mot squat. C'est intéressant parce que tous les squats sont des occupations, mais toutes les occupations ne sont pas des squats. Squatter, c'est occuper un espace vide, un immeuble, un building, et finalement, d'une certaine manière, c'est ne pas déranger. Ce qui n'est pas du tout le cas d'une occupation d'usine qui bloque la production et qui ne peut pas être qualifiée d'un squat.
Donc d'une certaine manière, Occupy, notamment Occupy Wall Street, c'est plus un squat qu'une occupation. Ça ne dérange personne, à part ça gêne peut-être un peu la circulation, puisque toutes les activités qui étaient dénoncées à Wall Street n'ont plus lieu à Wall Street, mais à 1 kilomètre dans des data centers. Donc la production n'a pas du tout été gênée par cette occupation. Donc peut-être le message, la manière que nous avons ici d'adresser des messages à ces mouvements Occupy, c'est de leur dire que ça relève plus du squat que de l'occupation. Je voulais juste mettre l'emphase sur ce squat qui a été utilisé en fait tout à l'heure par Gert. Well, yeah, it's evident. Yeah, I mean, yeah. But I believe that the activists in Occupy would be the first to agree with you. You know, maybe the real occupation, anyway, would be in cyberspace, right? The real occupation would, in my proposal, which I made together with Franco Berardi, would in fact start with a decommission of the financial software, right? So it would mean to take down the very infrastructure which makes Wall Street possible. And we all know that Wall Street is just almost a metaphysical concept. It's not a place, and if you go there, yeah, there's not much to see. So yeah, occupying Wall Street in itself poses all these questions of you know, where is the power? Can we locate it? Yeah, this, in my view, is a completely unresolved question. Completely unresolved. Yeah. Consideration pour Bernard and a question and a proposal for Gert. Bernard, tu as dit que tu as parlé des bonnes volontés et des bonnes volontés. Bonne volonté. Bon. Et je me rappelle d'un débat entre Derrida et Gadamer. Et la réponse de Derrida à Gadamer, le titre de la réponse a été « Bonne volonté de puissance ». Et c'est une réponse pour moquer Gadamer. Mais je crois que c'est possible d'utiliser sa phrase sans se moquer. Pour parler de bonne volonté, dans ma traduction, bonne volonté de pouvoir faire. Que c'est la bonne volonté de renverser les processus de prolétarisation au ton sens, plus qu'au sens de Marx. And for Hertz, well, if we take seriously this task of reversing the processes of proletarianization, we should use the net. And in this case, we need to be ambitious. The issues shouldn't be either quitting or not quitting Facebook. The issues should be to produce an alternative to Facebook. And in this case, producing an alternative doesn't mean simply to produce another architecture, but to question what's at stake in the simple things like I like, I don't like. I mean, it's a binary logic. That's a logic. The whole Western logic is based on this binary logic, and probably we could use this opportunity to question the binary logic. And I'm thinking to what you said, what should be our vocabulary, and then you asked also which kind of concepts should we use. And in my view, these are two different questions. We tend to conflate the two questions, as if we could think only through concepts. Why probably we think also without concepts. If you think to art, you think to painters, they were able to think through images. Or if you think to novelists, they don't need concepts. And Dostoevsky describes human subjectivity much better than Freud, in my view, without using concepts. So shouldn't we use this opportunity also to open to a way of thinking, not without, but also beyond, or whatever kind of adverb you want to use, not necessarily through concepts. Yeah, that goes a little bit beyond my imagination, because as far as I
understand. I cannot, at the time being, think, for instance, of a software beyond concepts. You know, of course, in the utopian literature of the 1980s, you can find a lot of proposals which go, in fact, in your direction. A lot of the proposals of the virtual reality, cyberspace, but also the cyberpunk literature, which was much more bodily related. It was much more related to, let's say, floating through imagery. And in that sense, it was much more pre or post conceptual. But the problem of the networks is that they are based on very basic concepts. And I know, so in the 1980s, we see a kind of these two things happening in parallel. We see a very rich imaginary, and at the same time, we see almost the same generation of engineers working on the computer operating systems and networks using very basic concepts. And the more basic the concept, in a way, the more powerful. And they already knew that at the time. But at the same time, the social, aesthetic, imaginary was incredibly rich. Almost what you say, almost post-conceptual. D'abord sur la question de la bonne volonté, que j'utilisais parce que c'est la traduction qui a utilisé, je ne sais plus pour quel mot de Socrate en grec, mais où il n'est certainement pas question de la volonté en tant que telle. On aurait pu dire aussi la bonne foi. Bonne volonté, bonne foi, c'est-à-dire, disons, on aurait pu dire l'honnêteté, la sincérité. Bon, il y a ce que dit Socrate, il y a deux manières de dialoguer. Une consiste avec, on a une petite idée derrière la tête, et en fait on laisse parler l'autre parce qu'on sait d'avance qu'on veut lui dire, donc on n'écoute pas. Et puis il y a une manière qui consiste à écouter vraiment, quoi. Bon. C'est ce que j'appelais bonne volonté. Cela dit, puisque tu as posé la question, et en relation avec la volonté de puissance, je pense qu'il va falloir qu'on revienne sur la question et de la volonté de puissance, ce qui n'est pas évidemment simplement la même question. J'ai beaucoup critiqué, alors pour revenir sur les problèmes que posait Gérald, critiquer la façon dont Taina, There is no alternative, est basé sur il n'y a pas de volonté. Margaret Thatcher, comme l'a montré un sociologue anglais que j'estime beaucoup, je n'arrive plus à retrouver son nom. Pardon ? Non, ce n'est pas Giddens, quelqu'un qui a travaillé avec Giddens. Il a travaillé avec Scott Clash. Ils ont écrit des livres ensemble. Comment ? John Urey a repris à son compte l'énoncé de Margaret Thatcher. Society doesn't exist. Il a dit, mais c'est très intéressant comme point de vue. Et c'est vrai que c'est Thatcher qui en a fait c'est complémentaire de There is no alternative. Laissez tomber de vous occuper de la société, ça n'existe pas. Bon. Ça, c'est un problème d'organologie générale. Moi, je crois que la société n'existe pas aussi. Mais je crois que quand Margaret Thatcher s'empare de cette question, elle le fait comme elle s'empare, pas elle bien entendu, hein, mais comme le néolibéralisme, la révolution conservatrice s'est emparée du fait qu'il n'y a pas de volonté. Si, il y a de la volonté. C'est archi faux qu'il n'y a pas de volonté. Et le problème, c'est pas qu'il y a, tout comme Derrida disait, bien sûr qu'il y a du sujet. Arrêtez de me dire que je dis qu'il n'y a pas de sujet, c'est faux, je n'ai jamais dit ça. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas construire la pensée sur un sujet absolu qui serait le sujet transcendantal et qui serait une subjectivité. Bien sûr qu'il y a de la volonté. Derrida n'a pas cessé de poser le problème. Par exemple, quand il s'est mis en hors-la-loi en disant contre Pasqua, j'accueille des immigrés chez moi. Parce qu'on était en France à un moment donné, poursuivi par la police de Pasqua si on aidait des immigrés. Et donc Derrida a fait un texte public, il a dit « J'accueille des immigrés, je suis donc hors la loi. Est-ce que Pasqua va me foutre en tôle ?» Ça s'appelle la volonté. Donc il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de volonté, c'est pas vrai.
C'est archi faux. Le problème, c'est qu'on a fait de la volonté le discours de la maîtrise, le discours de la volonté cartésienne de maîtrise et de possession du monde, etc. C'est ça la question. Après, la question de la volonté de puissance. Qu'est-ce que c'est? D'où vient la volonté de puissance? Elle vient pas simplement de Nietzsche, elle vient de Spinoza. La persévération, le conatus. Bon. Et derrière cela, il y a la question du désir. Et derrière cette question de la volonté de puissance et de son interprétation, c'est l'interprétation de ce que c'est que le désir. Est-ce que le désir, c'est le désir, comme l'a dit Derrida dans un séminaire, de manger l'autre, par exemple? Oui, il y a toujours cette dimension dans le désir. C'est-à-dire qu'on a envie de bouffer l'autre. Ça m'arrive, moi, par exemple, Augustin, là, que j'adore, je prends ses pieds, je les mets dans ma bouche, je le mangerai. Je le boufferai tout cru. Bon. Je suis un ogre pour Augustin, il le sait très bien d'ailleurs. Mais je ne le mange pas, en réalité. C'est-à-dire que je transforme ma pulsion, parce que ça c'est une pulsion, de bouffer l'autre. Je le transforme en amour, enfin j'essaye, c'est pas toujours facile. Et j'essaye de transformer cette volonté de puissance brute en ce que Gilbert Simondon appelle une individuation. Parce que le vrai nom de la volonté de puissance, c'est l'individuation au sens de Simondon. Et cette individuation, on en a besoin. Et cette individuation, si on écoute Simondon qui dit qu'elle est forcément une individuation collective, elle consiste à auto-limiter ma volonté de puissance. Et ça nous ramène à la question spéculation et critique. Parce que dans tous les cas, les problèmes sont des problèmes d'auto-limitation. Et d'auto-immunité, bien entendu. Alors, voilà. Je voulais dire cela et dire un mot sur... en partant de ta question sur le concept, etc. aussi, pour enchaîner et terminer, puisqu'il va falloir qu'on aille manger, en disant quelque chose à Geert. D'abord en le remerciant beaucoup, et en disant, bah, maintenant allons-y, il faut qu'on travaille, et on va prendre des rendez-vous. Mais tu as mentionné Friedrich Kittler, qui était un ami à moi. Kittler, dont j'espère d'ailleurs qu'on va finir par traduire en français le travail et le publier. J'avais proposé aux éditions Galilée, mais il m'avait refusé. Je parle de Kittler parce que je voudrais revenir à... Kittler est un des premiers à avoir utilisé... enfin, d'avoir travaillé les concepts de Derrida. C'était au début, c'était un grand lecteur de Derrida, un grand connaisseur de Derrida, et à avoir repris les questions de Derrida, un peu comme j'ai essayé de le faire moi-même, peut-être influencé par Kittler d'ailleurs, parce que je l'avais invité. Hein, je me vante d'être un des premiers, sinon le premier à avoir fait venir Friedrich Kittler en France. C'était en 1985 à l'IRCAM, dans un colloque qui s'appelait Mutation du savoir, et où donc Kittler a fait une grande conférence. Et Kittler a évolué du numérique, puisqu'au départ, il a travaillé sur la machine à écrire, le phonographe et l'ordinateur, et à un moment donné, il m'avait proposé, ça n'a pas pu se faire parce qu'il était malade, parce qu'il était difficile aussi. Hein. C'était un personnage extrêmement difficile. Mais à un moment donné, on avait un projet de faire quelque chose sur les mathématiques et la musique à l'époque de Pythagore, avec l'IRCAM, et en remontant aux instruments de musique et tout cela. Finalement, ça ne s'est pas fait. Mais si j'en parle, c'est parce que je pense que toutes les questions dont nous parlons, Geert, il faudrait les rapporter à ce que nous essayons de promouvoir avec l'IRI et Ars Industrialis, qui est ce que nous appelons les Digital Studies, sachant que les Digital Studies, pour nous, ça n'est pas simplement l'étude du numérique, c'est l'étude de l'écriture, des instruments de musique, des rétentions tertiaires en général, même du silex taillé. Et je pense que si on n'inscrit pas toutes les questions, y compris les questions dans lesquelles de la rétention matérielle peut produire du concept, et le contraire du concept, si on n'inscrit pas les questions des Digital Studies dans cette longue histoire, c'est-à-dire dans une réinterprétation intégrale de l'histoire de toutes les formes de savoir, pas seulement les savoirs académiques, mais les savoir-vivre et les savoir-faire, on n'a aucune chance de combattre sérieusement les utilisations toxiques du pharmacone, les appropriations du pharmacone. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire pour réagir sur ton exposé, te remercier encore une fois beaucoup